Bonjour à tous, il a été directeur général d'Airbus, président du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent jusqu'en juin dernier. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. Il est banquier d'affaires et investisseur aux États-Unis et en France. Bonjour Philippe Camus. Bonjour. Alors, on parle du secteur des télécoms d'abord. Il souffre pas mal, d'après ce qu'on voit dans les chiffres de Nokia ou d'Ericsson en particulier. Comment est-ce que vous expliquez ces difficultés ? Oh, il y a un ralentissement, ça c'est clair. Il est lié à plusieurs raisons. En fait, aux États-Unis, les entreprises américaines ont pas mal investi dans la 4e génération et on est un petit peu en transition vers la 5e génération qui arrive assez vite d'ailleurs. Et en Europe, il y a une faiblesse de l'investissement qui est liée d'abord à des besoins peut-être moins urgents en termes de densité du réseau, mais également à une certaine lenteur des investissements des sociétés de téléphone européennes qui sont un peu petites. Et il faudrait d'ailleurs qu'elles se regroupent comme ça a été fait aux États-Unis il y a quelques années. Effectivement d'une consolidation. Je crois que vous aviez appelé il y a quelques temps à la constitution d'un EADS des télécoms, un champion européen des télécoms. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à le faire ? Je crois que c'est lié au fait qu'il n'y a pas une unité géographique aussi importante qu'on le croit. Bon, aux États-Unis, par exemple, il y a eu, il y a quelques années maintenant, un regroupement de toutes les entreprises. AT&T s'est reformé en réalité, Verizon, Sprint. En Europe, il y a encore plus d'une centaine d'opérateurs de télécom morcelés avec des pays différents, des langues différentes, voire des standards parfois légèrement différents. Donc, cet morcellement du marché et de l'offre fait que chaque entreprise investit un peu moins et donc a plus de mal à se mettre à jour, quoi. Et donc il faut aller vers davantage de consolidation. Il faut consolider, oui. Alors je crois que la Commission européenne, qui était un peu réticente jusqu'à maintenant, commence à voir qu'il faut aller dans ce sens. À changer de pied. Ouais. Alors Alcatel a fait partie avec Alstom ou Lafarge de ces grandes sociétés, ces pépites françaises qui ont été rachetées par des acteurs étrangers. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter aujourd'hui ? D'abord, le mouvement se fait dans les deux sens. Il y a aussi des entreprises françaises qui rachètent des entreprises étrangères. Sanofi, par exemple, une politique active dans ce domaine, ou Total, ou d'autres, ou Accor. Donc, il faut voir aussi que les mouvements internationaux se font dans les deux sens. La deuxième chose, je pense que la consolidation européenne est tout à fait importante. Et donc, lorsqu'il s'agit de regroupements européens, si le champion qui en sort n'est pas un champion d'origine française, c'est peut-être un peu ennuyeux sur le plan purement national, mais au moins on a constitué une entreprise puissante au niveau européen, capable de bien se comporter au niveau mondial. Et tous les champions nationaux, comme j'ai déjà dit, tous les champions européens, ne sont pas nécessairement d'origine française. Alors on va parler start-up maintenant. Le financement des start-up est plutôt dynamique en France. Il devrait même atteindre des records cette année. On est quasiment pour la place de Paris au niveau de la place de Londres. Est-ce que l'écosystème finalement est assez favorable à l'éclosion et au développement de ces startups, notamment dans le domaine technologique? Oui, alors je pense qu'il faut distinguer un peu le stade d'évolution. Au tout début, le démarrage de l'entreprise qu'on appelle la seed money ou l'amorçage, ça marche pas trop mal en France. Parce que notamment il y a eu un grand effort de fait dans le secteur public avec la BPI, puis il y a des fonds d'amorçage qui se sont créés. Là où on a un problème en France, quand on regarde par rapport à ce qui se passe aux États-Unis par exemple, ou en Grande-Bretagne, ou même en Allemagne, c'est la phase suivante. Il y a une phase là où les entreprises passent à travers une espèce de tunnel difficile dans la zone où, quand il faut lever, disons, de l'ordre d'1 million d'euros. C'est-à-dire on est à 2-3 ans d'existence. 2-3 ans d'existence, on commence un peu à avoir un business model, on commence à éventuellement être sur le marché, marché je veux dire commercialement, et c'est là où il y a besoin de se développer, d'investir au niveau commercial par exemple, parce qu'on a déjà développé le produit, et là on a effectivement une faiblesse en France. On y nous manque par exemple toute la partie, ce qu'on appelle business angel, qui est assez faible en France, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Et puis les fonds de venture capital, eux, interviennent plus tard. C'est-à-dire à un niveau capital développement, c'est-à-dire une phase où on est plutôt dans la zone 10, 15 millions. Voilà. C'est cette partie-là qui en France doit être améliorée. Et qu'est-ce qui manque alors effectivement? Des business angels, des banques qui soient aussi plus à même de financer des jeunes pousses, de prendre plus de risques? Oui, à mon avis, il manque deux choses. La première, c'est des investisseurs, mais à la fois personnes physiques. Et là, c'est un problème à la fois de mentalité, mais aussi fiscal. Je veux dire, entre l'ISF et l'IRPP, les personnes physiques françaises investissent moins parce qu'elles ont moins intérêt à le faire que d'autres personnes physiques, par exemple en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Lorsqu'on compare les deux systèmes, Grande-Bretagne-France,
En gros, les économies d'impôts ou les crédits d'impôts qui sont proposés aux investisseurs britanniques, personnes physiques, sont 10 fois plus importants, facteur 10, par rapport à la France. Et donc là, il y a quelque chose à changer, je pense. Il faut rendre plus incitatif l'investissement dans des entreprises en démarrage. Le deuxième point, c'est que la place de Londres bénéficie encore, peut-être que ça changera avec le Brexit, mais d'un afflux de capitaux du monde entier. Ouais. Et naturellement, les investisseurs qui gèrent ces fonds ont plutôt tendance à investir en Grande-Bretagne ou dans des entreprises qu'ils connaissent qu'en Europe continentale. Il y a un autre stade de développement que les entreprises françaises ont parfois du mal à passer. On a vu des entreprises comme Dailymotion ou Viadeo avoir du mal à passer un cap supplémentaire. Comment est-ce qu'on peut aider ces entreprises en les gardant françaises et en ne les condamnant pas à être vendues à un Américain ou à un grand groupe asiatique? D'abord, en capturant ou en captant à Paris justement cette épargne mondiale importante qui est prête à s'investir. Donc ça suppose effectivement de déplacer en gros de Londres vers Paris une partie du savoir-faire et surtout de l'afflux d'investisseurs notamment internationaux. La deuxième chose, c'est je crois susciter en France aussi l'émergence d'investisseurs. On a une grande différence par rapport justement à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, c'est qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, il y a des fonds de pension qui représentent des ressources considérables. Et ces fonds de pension, c'est-à-dire qui gèrent les retraites, des salariés britanniques ou américains, investissent naturellement dans des sociétés non cotées. Et comme ce sont des gros fonds de pension, elles sont capables d'investir dans des sociétés, disons, de taille moyenne. Et puis développer un marché boursier plus dynamique pour et ça alimente un marché boursier, et puis ça permet d'avoir derrière des IPO, enfin des introductions en bourse. Vous vivez aux États-Unis, vous investissez dans des startups. Quelles sont les prochaines révolutions que vous voyez venir là-bas? On parle beaucoup évidemment d'intelligence artificielle, d'objets connectés. Est-ce qu'il y a des tendances nouvelles que vous voyez émerger? Oui, bien entendu, l'intelligence artificielle, les objets connectés, par exemple les voitures automatiques, les voitures sans chauffeur, tout ce qui est traitement de la santé. Je pense qu'on va vers un monde où une partie du diagnostic médical sera réalisé chez vous, vous pourrez le faire vous-même, avec des objets connectés, les informations seront transmises directement à votre médecin. Alors, il faudra quand même aller voir le médecin de temps en temps, mais le monitoring de votre santé pourra être réalisé ainsi et permettra de faire beaucoup mieux la prévention des risques. Voilà deux exemples. Il y a d'autres exemples. Tout ce qui est consommation d'énergie, par exemple, sera amélioré par des objets connectés. Alors ça, c'est un des facteurs qui va se développer énormément. Ça pose deux problèmes. Un problème technique, c'est qu'il faut que les réseaux, et on revient au sujet sur les fabricants de télécommunications, les réseaux doivent pouvoir supporter ce développement, d'où le fait que la 5e génération est tout à fait indispensable. Voilà. Il faut aussi sécuriser ces données. Là, il y a toute une réflexion autour de la cybersécurité, les technologies dites de blockchain qui vont permettre de mieux sécuriser toutes les transactions. Mais il y a aussi, personnellement j'y suis assez sensible, un problème un peu philosophique. Qu'est-ce qui va nous rester de notre libre arbitre quand on sera pris en charge par des robots bien développés quel va être notre degré de liberté en matière de choix individuel? Ça, il faut y penser aussi. Merci beaucoup Philippe Camus, bonne journée. Merci.